Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre 4 du cours de thermodynamique. Le chapitre 4 sera consacré à l'entropie ainsi qu'au second principe de la thermodynamique. Cette vidéo doit être considérée comme une introduction à ce que sont l'entropie et le second principe. Elle démarrera par un premier point sur les raisons qui ont rendu nécessaire l'utilisation de cette fonction thermodynamique qu'est l'entropie, dont on présentera les propriétés générales, des propriétés générales qu'on ne peut pas en pratique dissocier de l'existence du second principe de la thermodynamique. Et puis on parlera également des irréversibilités et de la création d'entropie, ce qui sont deux choses équivalentes, ce qui nous permettra d'introduire un exemple numérique pour réaliser quelques calculs. Les deux points suivants, qui concernent le calcul des variations de la fonction d'état entropie et l'utilisation de l'entropie comme une variable d'état, ainsi que l'introduction des fonctions potentielles, ces deux points suivants seront l'objet des prochaines vidéos du chapitre 4. Alors pour commencer, nous allons revenir sur les expériences de Joule et de Gay-Lussac que nous avions vues au chapitre 2. Les expériences de Joule et de Gay-Lussac consistent à détendre un gaz dans le vide sans échange d'énergie et par conséquent la variation d'énergie interne ainsi que la variation d'enthalpie de ce gaz sont nulles. Malgré tout, on conçoit très bien que l'état initial petit a est antérieur à l'état petit b. Ce qui signifie donc, puisqu'il n'y a pas de variation de l'énergie, que ni l'énergie interne ni l'enthalpie H ne sont des fonctions pertinentes pour décrire l'évolution du système dans le cas de cette transformation. Et la deuxième chose qu'on conçoit assez facilement, c'est que la détente de Joule ou la détente de Gay-Lussac ici, c'est un phénomène irréversible. Ce qui signifie, pour schématiser, qu'on ne voit jamais le gaz revenir de lui-même vers la première moitié du récipient qu'il occupait au départ. Alors on peut évidemment imaginer un retour du gaz vers la première moitié du récipient, mais pour ceci, il faut une action extérieure. Il faut par exemple utiliser une pompe pour vider la deuxième moitié et réinjecter le gaz dans la première moitié. Et c'est ce qui correspond ici à la définition d'une transformation irréversible. On va passer de l'état A à l'état B sans échange d'énergie, mais pour revenir de l'état B à l'état A, il va falloir fournir du travail. On s'aperçoit ici qu'on a besoin d'introduire donc une nouvelle grandeur thermodynamique, et cette grandeur thermodynamique, elle va nous permettre à la fois de définir le sens de la transformation. On entend par là le sens spontané de la transformation si on laisse le système évoluer, et puis son caractère éventuellement réversible. Et cette grandeur, ce sera l'entropie qu'on désigne en général par la lettre S. Il y a donc deux raisons principales qui sont à l'origine de l'utilisation de l'entropie et du second principe de la thermodynamique. La première raison, c'est de savoir ce qu'il est physiquement possible d'obtenir à partir de transformations thermodynamiques. Par exemple, connaître le rendement optimum d'un système, savoir comment produire du travail mécanique ou électrique, et puis on pourrait envisager d'autres situations, par exemple celle où la notion de rendement ne s'applique pas uniquement à l'énergie, mais par exemple à la production de matériaux. Alors pour illustrer ça, on imagine un bateau qui puiserait l'énergie nécessaire à son déplacement dans la chaleur de l'eau sur laquelle il flotte. C'est-à-dire que ce bateau, imaginons qu'il prélève de l'eau du lac ou de la mer sur laquelle il se trouve, qu'il refroidisse cette eau de manière à récupérer la chaleur. Et alors pour figurer ça, on peut imaginer que s'il absorbe de l'eau, il rejette de la glace une fois qu'il en aura récupéré la chaleur, et cette quantité d'énergie récupérée par le bateau, il l'utilise pour se propulser. Donc cette situation-là, elle est parfaitement possible
d'après le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique, qui est un principe de conservation de l'énergie, il vous dit que oui, parfaitement, on peut très bien récupérer l'énergie de l'eau en la refroidissant et utiliser cette énergie pour produire un travail. Il suffit juste que on ne produise pas plus de travail que l'on aura récupéré de chaleur. Alors pourtant, on conçoit bien que cette situation-là, c'est une situation impossible et qu'il ne sera pas possible de faire avancer le bateau de cette manière-là. On le conçoit bien, mais on n'est pas capable de l'expliquer clairement tant qu'on n'a pas abordé le second principe de la thermodynamique. Donc ce second principe de la thermodynamique, le voici tel qu'il était énoncé en 1850 par Clausius. Ça correspond plus ou moins à l'exemple un peu imagé du bateau de la diapositive précédente. Et ce que disait Clausius en 1850, c'est que la chaleur ne peut pas passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud. Pour que de la chaleur passe d'un corps froid à un corps chaud, il faut fournir du travail. Et ça, c'est le principe de la pompe à chaleur ou bien des machines frigorifiques. Et par conséquent, puisque la chaleur ne peut pas passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud, ça signifie qu'on ne peut pas produire de travail par le biais de cette transformation qui est de fait impossible. Donc, un moteur alimenté par une chaleur basse température, telle que la chaleur de l'eau de mer dans le cas du bateau, c'est impossible. Par contre, fournir un travail pour élever le niveau de température de la chaleur, c'est possible et c'est le principe des pompes à chaleur et des machines frigorifiques. Alors une petite remarque sur la date. Clausius a énoncé sa version du second principe de la thermodynamique en 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des sciences et à l'histoire de la physique, la théorie de la gravitation universelle de Newton, c'était 1687, donc la fin du XVIIe siècle, plus de 150 ans avant l'énoncé du second principe de la thermodynamique par Clausius. Ce qui signifie que à cette époque-là, au milieu du XIXe siècle, on était parfaitement capable de calculer précisément le mouvement de l'ensemble des planètes du système solaire, en tout cas celles qu'on connaissait, à une petite erreur près dans le cas de Mercure parce que Einstein n'était pas encore passé par là, mais on n'était pas capable d'expliquer clairement pourquoi l'exemple du bateau sur la diapositive précédente ne pouvait pas fonctionner. Alors il y a une explication très générale à ça, c'est que les planètes on les observe depuis le début de l'humanité, alors que les machines thermiques n'existent en réalité que depuis le début du XIXe siècle. Et la deuxième raison pour laquelle on a besoin d'utiliser l'entropie et le second principe, c'est pour comprendre ce qu'on appelle en tout cas aujourd'hui la flèche du temps. Alors la flèche du temps, c'est quelque chose de très simple en fait, c'est qu'il existe une direction privilégiée pour toute transformation qu'en thermodynamique on va traduire par l'existence d'irréversibilité macroscopique. Ainsi, lorsque vous mélangez de l'eau froide et de l'eau chaude, vous allez obtenir de l'eau tiède. On n'a jamais vu la transformation inverse se produire spontanément, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de l'eau tiède se séparer de nouveau en eau froide d'un côté et en eau chaude de l'autre. Quand vous cassez un vase ou un verre, ce verre il reste cassé, on n'a jamais vu les objets cassés se réparer spontanément. Et d'une manière générale, on observe une dispersion ou une dégradation avec le temps des matériaux et même de l'énergie. Donc l'état final d'un système quel qu'il soit, si on le laisse évoluer spontanément, va toujours être moins organisé, moins structuré et plus uniforme que l'état initial. Alors pour illustrer ça mieux que moi je ne le ferai, je vous ai mis en lien et dans la description de la vidéo un extrait d'une conférence d'Étienne Klein, donc le physicien et philosophe des sciences qui travaille actuellement au CEA, et qui vous explique pourquoi la flèche du temps
c'est-à-dire comprendre l'évolution spontanée des systèmes, pose un problème au départ et poser un problème aux thermodynamiciens. C'est tout simplement parce que, en fait, les lois de la physique, lorsqu'on les considère au niveau microscopique, telles que par exemple les lois de la mécanique, sont réversibles en temps. Et toutes les lois de la physique classique considérées à l'échelle microscopique sont réversibles en temps. Sauf que, en pratique, ce que l'on observe dans la vie de tous les jours, ce sont des phénomènes qui paraissent irréversibles. Donc je vous laisserai regarder cette vidéo et vous rendre compte que ces irréversibilités préoccupent encore aujourd'hui les physiciens. Alors pour notre part, nous allons revenir aux expériences de Gay-Lussac et puis on va essayer de raisonner à l'échelle des particules qui sont dans la boîte dans laquelle le gaz est prisonnier. Donc à l'état initial qu'on va appeler T0, seul le compartiment de gauche est rempli de gaz. Donc seul le compartiment de gauche est rempli des molécules du gaz. Et puis à un instant T supérieur à T0, à ce moment-là, on a un remplissage progressif de la boîte, ce qui correspond à un état final homogène. Donc au départ, on a un système hétérogène, ordonné puisque les particules se trouvent d'un côté et ne se trouvent pas de l'autre. À la fin, on a un état final homogène où les particules peuvent se trouver partout dans la boîte. Et donc la question c'est, est-ce que les particules peuvent toutes revenir dans le compartiment de gauche? Et en fait, la réponse à cette question, elle est tout bêtement oui. Oui, les particules peuvent toutes revenir dans le compartiment de gauche. Alors, pour s'en persuader, il faut réaliser tout d'abord que pour chaque particule, toutes les positions dans la boîte sont équiprobables. Ce qui signifie que lorsqu'on observe une particule à un instant donné, cette particule elle a donc une probabilité égale à 0,5 de se trouver dans le compartiment de gauche où elle se trouvait au départ. Maintenant, imaginons un gaz composé de deux particules, ou deux molécules si vous préférez. À chaque observation, la probabilité donc que l'on voit les deux particules dans le compartiment de gauche, puisque cette probabilité est de 0,5 pour chacune d'entre elles, la probabilité que les deux particules soient dans le compartiment de gauche, elle sera de 1,5 multiplié par 1,5, c'est-à-dire de 1 quart ou de 0,25. Et puis on peut poursuivre le raisonnement si le gaz est composé de trois particules. À ce moment-là, à chaque observation, la probabilité de voir les trois particules toutes dans le compartiment de gauche sera de 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ce qui nous fait 1/8 ou 0,125. Alors évidemment, un gaz n'est jamais, ou en tout cas très rarement, constitué uniquement de deux ou trois particules. Imaginons cette fois-ci que le gaz soit composé de 40 particules, ce qui est très inférieur au nombre de particules qu'on va trouver par exemple dans une moule de gaz. À chaque observation, dans ce cas-là, les statistiques nous disent que la probabilité de voir les 40 particules dans le compartiment de gauche serait de 1 divisé par 2 à la puissance 40, ce qui, avec une observation par seconde, se produirait statistiquement tous les 30 000 ans. Donc il devient statistiquement impossible ou alors très difficile que toutes les particules retournent dans le compartiment de gauche. Et puis évidemment, si vous poursuivez le raisonnement jusqu'à avoir une mole de gaz dans le compartiment de gauche, une mole de gaz c'est 6,02 10 puissance 23 particules ou molécules. Dans ce cas-là, cet événement se produirait, d'après les statistiques, tous les 10 exposants 2 fois 10 puissance 23 années, sachant que l'âge de l'univers est de l'ordre 10 puissance 10 ans. À ce moment-là, on se rend bien compte que statistiquement, il est vraiment impossible de revenir à l'état initial. Alors, que nous dit ce raisonnement? Ce raisonnement-là, il nous dit en fait que l'irréversibilité de la transformation, c'est ce qu'on appelle un phénomène émergent à l'échelle macroscopique qui provient du comportement microscopique des particules,
qui provient du fait qu'on a de très nombreuses particules dans le système qu'on étudie, et puis qui provient également d'une chose très importante qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire du fait que le système était ordonné au départ. Le système était ordonné au départ, mais il y a eu un moment où on l'a laissé évoluer vers un plus grand nombre de degrés de liberté, en laissant le gaz occuper l'ensemble des deux compartiments. Et à ce moment-là, on s'interdisait de pouvoir revenir à l'état initial sans agir spécifiquement pour cela sur le système. Alors ça, ce sont des choses que vous verrez plus tard ou à d'autres occasions en thermodynamique statistique ou en physique statistique. En thermodynamique statistique, vous verrez qu'on définit l'entropie comme étant proportionnelle au logarithme du nombre d'états possibles du système. Donc on écrit que S est donné par la constante petit k ici, qui est la constante de Boltzmann, multipliée par le logarithme du nombre d'états possibles du système. Et donc ici, dans le cas de notre gaz, il y a deux états possibles. Soit la particule se trouve à gauche, soit elle se trouve à droite. Il y a deux états possibles par particule, mais lorsqu'on considère l'ensemble des particules du système, qui peuvent être soit à gauche, soit à droite, soit tout à gauche, soit tout à droite, soit la moitié d'entre elles à gauche et la moitié d'entre elles à droite, ça nous donne un nombre d'étapes possibles du système qui est très très important. Donc, une entropie qui est en tout cas beaucoup plus importante qu'à l'état initial. Une manière plus intuitive de comprendre ceci, c'est que l'entropie d'un système, c'est un indicateur du nombre de degrés de liberté de ce système. On a souvent tendance dans les cours de thermodynamique à parler de désordre et à résumer l'entropie comme étant du désordre dans les systèmes qu'on étudie, mais il est plus juste du point de vue de la physique de parler du nombre de degrés de liberté du système. Je vous ai mis ici une photo qui illustre très bien ce que peut être le désordre dans le cas d'une pièce où rien n'a été rangé et où tout se trouve un peu partout, réparti d'une manière qui semble aléatoire. En fait, dans une pièce en désordre, ce qui se passe, c'est que le nombre de degrés de liberté pour la position de chaque objet est très élevé. Dans une pièce ordonnée, rangée, le nombre de degrés de liberté est beaucoup plus faible. Si vous avez rangé votre chambre, vos chaussettes, vous les trouverez dans le tiroir où vous rangez habituellement vos chaussettes. Si votre chambre n'est pas rangée, vos chaussettes peuvent se trouver un peu partout dans la pièce. Et donc pour vos chaussettes, et comme pour le reste de vos affaires, le nombre de degrés de liberté possible est beaucoup plus important. Alors le chat de Philippe Geluck sur la droite qui dit que quand il perd du temps à chercher quelque chose dans son bazar, il se console en disant que ceux et celles qui retrouvent tout facilement ont dû en perdre encore plus en rangeant tout parfaitement. Et bien le chat, il a tort en fait. Il a tort parce que ce que nous enseigne la thermodynamique, c'est qu'en fait, on dépense en général plus d'énergie, sauf dans des cas très particuliers qui sont des cas purement théoriques, on dépense en général plus d'énergie à ordonner un système après coup, à diminuer le nombre de degrés de liberté après coup, qu'on en a gagné en laissant ce système passer spontanément d'un état ordonné à un état désordonné. Mais ça, ce sera le second principe de la thermodynamique qu'on va voir un peu plus tard. Alors quand on dit qu'un système évolue spontanément vers plus de désordre, plus d'uniformité et globalement vers plus de degrés de liberté, il y a quand même quelques situations où cela semble ne pas être le cas. Et notamment la vie ou le vivant a la capacité de créer des organismes qui sont des organismes extrêmement complexes, structurés et ordonnés. Donc à première vue, cela peut sembler en contradiction avec le deuxième principe de la thermodynamique, qu'on verra par la suite. En fait, ça ne l'est pas du tout, parce que
pour se développer et pour donner naissance à des organismes complexes, structurés et ordonnés, en fait, la vie a besoin d'énergie. Si vous privez un être vivant d'énergie, que vous le priviez de nourriture ou d'oxygène, il meurt, ce qui, du point de vue de la thermodynamique, peut être interprété comme une augmentation de l'entropie du système constitué par cet être vivant. Et de la même manière, on trouve des réflexions très générales liées à l'entropie dans tous les domaines de la physique, par exemple en cosmologie. On peut s'interroger sur l'entropie de la matière qui est absorbée par un trou noir, puisque dans un trou noir tout disparaît, l'entropie de la matière disparaît également, et ça pose problème du point de vue du deuxième principe de la thermodynamique. Mais je vous rassure, en ce qui nous concerne, on va tout de suite revenir à des considérations beaucoup plus terre à terre. On va progressivement rentrer dans le vif du sujet en présentant tout d'abord les propriétés générales de l'entropie. Et vous allez voir que les propriétés générales de l'entropie, on ne peut pas ou alors difficilement les dissocier de la définition du second principe de la thermodynamique. Donc l'entropie, c'est tout d'abord une fonction d'état extensive comme l'énergie interne et l'enthalpie. Alors on le verra tout de suite, l'unité de l'entropie, ce sont des joules par Kelvin. Si l'entropie est une fonction extensive, cela revient à écrire que l'entropie d'un système est la somme de l'entropie des sous-systèmes qui le composent. Ou pour dire les choses autrement, si on double la quantité de matière présente dans un système, toutes choses égales par ailleurs, on va doubler son entropie comme on double également son énergie interne et son enthalpie, ou plus généralement toute fonction d'état extensive. Par conséquent, on pourra, lorsque ce sera utile, parler soit d'entropie molaire, soit d'entropie massique, qu'on exprimera à ce moment-là en joules par Kelvin et par mole, ou bien en joules par Kelvin et par kilogramme, ces entropies molaires ou massiques étant cette fois des fonctions d'état intensives. Et puis on utilise alors la même convention qu'avec l'énergie interne et l'enthalpie, c'est-à-dire que la lettre minuscule désigne l'entropie spécifique, tandis que la lettre majuscule désigne l'entropie. Si l'entropie est une fonction d'état, cela signifie, et il s'agit ici uniquement d'un rappel, que sa variation ne va dépendre que de l'état initial avant la transformation et de l'état final après la transformation. Évidemment, cela est vrai quelle que soit la transformation suivie. Voilà, donc ces trois premiers points découlaient du fait que l'entropie est une fonction d'état. Les deux points qui suivent découlent du second principe de la thermodynamique. Et l'entropie est donc définie de manière à ne pouvoir qu'augmenter ou rester constante dans le cas d'un système isolé. Donc un système isolé, je le rappelle, c'est un système qui n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur. Donc les variations de l'entropie dans un système isolé ne peuvent être que positives ou nulles, quelle que soit de nouveau la transformation suivie. Alors il y a un corollaire important à cette propriété-là, c'est que l'équilibre d'un système isolé, donc l'état dans lequel ce système n'évoluera plus, ne peut être atteint que lorsque l'entropie est maximale. Ou pour dire les choses autrement, dans un système isolé à l'équilibre, l'entropie est maximale de ce système, tout simplement parce que si l'entropie n'était pas maximale, à ce moment-là, on aurait des possibilités d'évolution de ce système vers un état correspondant à l'extrémum de l'entropie. Et donc ces deux propriétés-là correspondent à l'énoncé du second principe de la thermodynamique dans le cas d'un système isolé. Alors ce n'est pas l'énoncé principal qu'on utilisera par la suite, mais c'est un énoncé du second principe de la thermodynamique qu'il peut malgré tout être utile de connaître, notamment à travers son corollaire qui veut qu'à l'équilibre, l'entropie soit maximale.
Dans le cadre de ce cours, on va plutôt se concentrer sur l'énoncé du second principe de la thermodynamique pour tout système, et pas seulement pour les systèmes isolés. Pour tout système, donc, on dira qu'il existe une fonction d'état extensive qu'on appelle l'entropie, la même que tout à l'heure, qui vérifie pour toute transformation cette équation-ci. Et cette équation-ci, elle nous dit que la variation d'entropie entre l'état initial et l'état final, elle est donnée par un ou plusieurs termes d'échange qu'on appellera S indice petit e, plus un autre terme que l'on notera sigma, qui représente la création d'entropie. Et ce sigma ne pourra être que supérieur ou égal à 0. La variation de la fonction d'état entropie delta S, on le verra plus tard, on saura la déterminer en fonction des variables d'état. Pour l'instant, c'est un aspect de la fonction d'état entropie que l'on laisse de côté parce qu'on verra qu'on peut déjà dire beaucoup de choses et faire beaucoup de choses sans entrer dans les détails du calcul de la fonction d'état entropie. Et puis le terme d'échange. Ce terme d'échange représente donc la quantité d'entropie perdue ou gagnée par le système lorsqu'il y a un échange d'énergie ou de matière avec l'extérieur, avec le milieu extérieur. Et ce terme d'échange, en fait, on va voir tout de suite qu'il est relativement facile à calculer. Donc il y a en fait 3 cas et nous n'en considérerons dans le détail que 2. Le premier cas correspond aux échanges de travail. Dans le cas d'un échange de travail, à ce moment-là, c'est très simple. Le terme d'échange de l'entropie associé à cet échange de travail est nul. Pour dire les choses autrement, donc, il n'y a pas d'entropie dans le travail. Le travail est une énergie parfaitement ordonnée. Alors ça peut être assez difficile de s'en convaincre. La plus simple des choses à faire, c'est peut-être de l'admettre. En tout cas, dans un premier temps, il n'y a pas d'entropie dans le travail. Et pour figurer ceci, donc voici un schéma avec une force F qui fournit un travail, par exemple en tirant un petit chariot, ou en tout cas en déplaçant son point d'application. On voit bien que la direction du mouvement ou la nature de l'énergie communiquée au système par l'intermédiaire de la force ne laisse aucun degré de liberté aux particules qui constituent le système. C'est-à-dire que si la force est orientée de la gauche vers la droite, le seul mouvement possible pour l'ensemble des particules du système, c'est d'aller de la gauche vers la droite. Je n'ai pas trouvé de meilleure manière d'exprimer ceci de façon un peu imagée, mais il faut retenir que le travail est une énergie parfaitement ordonnée, c'est-à-dire sans aucun degré de liberté supplémentaire pour le système auquel il s'applique, et par conséquent, l'entropie d'échange associée au travail est toujours nulle. Les choses sont clairement différentes en ce qui concerne les échanges de chaleur. Dans le cas des échanges de chaleur, on va définir une entropie d'échange qui sera donnée par le rapport entre la quantité de chaleur échangée en joules et une température qu'on notera T indice petit e. Cette température T indice petit e, c'est la température de la source avec laquelle on réalise l'échange. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que la chaleur, elle, n'est pas une énergie qui est parfaitement ordonnée. Et la meilleure façon de le rappeler, c'est de remontrer le même schéma que dans le chapitre 2, où l'on avait dit que la chaleur correspondait à l'agitation des molécules ou des particules qui constituent le système. Donc lorsque vous communiquez de la chaleur à un système, vous lui communiquez de l'agitation moléculaire, donc vous permettez aux particules qui le composent d'acquérir des degrés de liberté supplémentaires. Alors il y a un petit paradoxe ici, c'est que la température TE apparaît au dénominateur, ce qui signifie que l'entropie d'échange est d'autant plus faible que la température de la source avec laquelle on réalise l'échange est élevée. Or l'agitation moléculaire, donc les degrés de liberté du système, eux, vont croître avec la température. Alors je ne vais pas m'étendre sur la question, mais ce qu'il faut garder en tête ici,
c'est qu'on parle bien d'une entropie d'échange, on ne parle pas de l'entropie d'un système. Et lorsqu'on verra un peu plus loin les propriétés complètes de la fonction d'état entropie, on s'apercevra bien qu'en effet, l'entropie du système croît avec la température de ce système. Et je vous rappelle, la dernière chose à bien garder à l'esprit, c'est que la température TE qui apparaît ici dans la définition de l'entropie d'échange liée à la chaleur, ce n'est pas la température du système, dans le cas général, c'est la température de la source avec laquelle on réalise l'échange, ou la température du milieu extérieur avec laquelle ou avec lequel le système réalise cet échange de chaleur Q qui apparaît ici. Et puis enfin, dernier point, mais c'est un point que nous n'aborderons pas plus en détail ici, lorsqu'il y a un échange de matière, donc sous la forme d'une variation de masse ou d'une variation du nombre de moles d'un système ouvert, à ce moment-là, on va associer une entropie à cet échange de matière par l'intermédiaire de l'entropie massique ou de l'entropie molaire de la matière échangée. Mais pour la suite de ce cours, nous ne considérerons guère que des systèmes fermés, c'est-à-dire sans échange de matière. L'entropie de la matière, ce sont des choses qu'on voit plus en détail, par exemple, dans les cours de thermodynamique chimique. Avant de présenter un ou deux cas concrets, je voudrais juste rappeler que cette équation delta S égale SE plus sigma, sigma étant une nouvelle fois la création d'entropie, c'est en fait une équation bilan du même type que les autres équations bilan qu'on a vues jusqu'ici pour l'énergie interne et pour l'enthalpie dans le cas du premier principe. Je vous rappelle que pour l'énergie interne, l'équation bilan c'était delta U égale Q plus W et delta U était donné par NCV delta T pour les gaz parfaits. Dans le cas de l'enthalpie, on avait delta H égale Q plus W étoile, avec W étoile le travail utile, et delta H était donné par NCP delta T, toujours pour les gaz parfaits. Donc ici on retrouve le même type d'équation bilan avec trois termes. D'un côté à gauche vous avez la variation de la fonction d'état entropie et de l'autre à droite vous avez le ou les termes d'échange S indice petit e. La différence, c'est que dans le cas particulier de l'entropie, apparaît ici en plus la création d'entropie sigma, qui est donc supérieure ou égale à 0. L'autre chose importante, c'est de comprendre que cette création d'entropie sigma, on ne sait pas la calculer ou la déterminer directement. La seule chose qu'on puisse faire, c'est décider que la transformation est réversible parce qu'on veut se placer dans un cas où la transformation est réversible. Dans ce cas-là, on décrétera que sigma est nul. Mais dans tous les autres cas, on ne sait pas et on ne saura jamais, ça c'est une règle qui est universelle, on ne saura jamais calculer directement la création d'entropie. Cela signifie donc une chose qui est très importante, c'est que dans cette équation bilan, si votre transformation n'est pas réversible, la seule inconnue possible sera la création d'entropie sigma. Et je vous rappelle qu'une transformation réversible, c'est une transformation sans création d'entropie, c'est quelque chose sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, dernière chose très importante, c'est que dans le bilan d'entropie apparaissent donc les termes d'échange. Les termes d'échange, on l'a vu sur la diapositive précédente, ils sont liés aux échanges d'énergie. Le terme d'échange lié au travail est nul, et le terme d'échange lié à la chaleur, ou les termes d'échange liés à la chaleur, sont égaux à cette chaleur divisée par la température de la source avec laquelle on réalise l'échange. Donc il y a là quelque chose d'important à réaliser, c'est que on ne peut pas faire un bilan d'entropie du système sans avoir fait au préalable un bilan d'énergie du système.
Alors suivant les cas, ça pourrait être un bilan d'énergie interne ou un bilan d'enthalpie. Des fois les deux sont équivalents, c'est souvent le cas avec les solides et les liquides, ou lorsqu'il n'y a pas de différence entre le travail et le travail utile. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire de bilan d'entropie sans avoir fait au préalable un premier bilan d'énergie. On va voir maintenant un petit peu plus en détail ce qui peut se passer lors d'un transfert de chaleur. Alors pour ceci, on suppose qu'on a un système ici qui n'est pas défini clairement, mais qui échange en permanence un flux de chaleur Q.1 avec une source à la température T1, par exemple 300 Kelvin, et puis un flux de chaleur Q.2 avec une source ici à température T2, par exemple égale à 500 Kelvin. Alors ce qui est important pour ce raisonnement, ce ne sont pas les valeurs exactes prises par T1 et T2, c'est juste que la température T2 et la température T1 sont différentes avec ici T2 supérieur à T1. Donc on nous demande de faire le bilan d'énergie, de déterminer la quantité d'entropie créée lors de la transformation, de déterminer les conditions dans lesquelles cette quantité d'entropie créée sera nulle, et puis enfin de répondre à la question, est-ce que la chaleur peut éventuellement passer de la source 1 à basse température vers la source 2 à plus haute température. Donc le bilan d'énergie pour le système, puisque l'énergie doit être conservée et que cet échange est réalisé en permanence, donc sans variation de l'état du système, à ce moment-là, le flux de chaleur reçu par la source 2 doit être équivalent au flux de chaleur donné à la source 1, ce qui s'écrit en termes de bilan d'enthalpie, delta H égale à 0 ou Q.1 plus Q.2 égale à 0. Alors ici on raisonne en termes de flux plutôt qu'en termes de quantité d'énergie parce que c'est plus facile sous cette forme-là. Mais on pourrait évidemment faire le même type de raisonnement en termes d'énergie. En ce qui concerne le bilan d'entropie du système, puisque le système évolue en régime permanent, donc avec des variables d'état qui restent constantes, son entropie reste également constante. Et on peut par ailleurs calculer l'entropie d'échange, S indice T, qui vaut Q.1 sur T1 plus Q.2 sur T2. Q.1 sur T1, c'est l'entropie d'échange associée à l'échange de chaleur avec la source 1, et Q.2 sur T2, c'est l'entropie d'échange associée aux échanges de chaleur avec la source à température T2. Puisque Q.1 et Q.2 sont de signes opposés, on pourra écrire que l'entropie d'échange est donnée par Q.1 que l'on met en facteur multiplié par 1 sur T1 moins 1 sur T2. Et maintenant, puisqu'on sait que la variation d'entropie du système est nulle, puisqu'on a déterminé les termes d'échange, puisque l'équation du deuxième principe nous dit que delta S égale SE plus sigma, on peut donc en déduire l'expression de la quantité d'entropie créée, sigma ou sigma point. Sigma point est donc nécessairement égal à moins SE, ou moins SE point, c'est-à-dire à moins Q1 facteur de 1 sur T1 moins 1 sur T2. Sigma point ne peut être que positif ou nul. Puisque T2 est supérieur à T1, la quantité 1 sur T1 moins 1 sur T2 est positive. Donc pour que sigma point soit positif, il faut nécessairement que Q.1 soit négatif. Donc il faut que la chaleur aille de la source 2 à la source 1 en passant par le système que nous sommes en train d'étudier. Et il est possible que la création d'entropie soit nulle à deux conditions. La première étant que T1 soit égal à T2 et la deuxième étant que Q.1 et Q.2 soient nuls.
Alors évidemment, ces deux conditions sont quand même plus ou moins équivalentes, puisque si T1 égale à T2, à ce moment-là, tout sera en équilibre, et puis Q.1 et Q.2 seront bien évidemment nuls. Donc ici, la condition sigma point égale à 0 n'est pas tellement intéressante parce qu'elle signifie en fait que rien ne se passe. Par contre, on a démontré ici que la chaleur ne peut pas passer de la source 1 à température T1 à la source 2 à température T2 si T1 est inférieur à T2 parce que cela impliquerait une création d'entropie qui soit négative ou, dit autrement, cela ne respecterait pas le deuxième principe de la thermodynamique. Alors cette conclusion-là, elle correspond donc au second principe de la thermodynamique tel qu'il avait été énoncé par Rudolf Clausius en 1850. C'est quelque chose dont on avait déjà un peu parlé. Clausius avait dit que la chaleur ne pouvait pas passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud, ce qui était pour lui une manière de résumer le second principe de la thermodynamique. Et en fait, on va le voir tout de suite, le second principe de la thermodynamique, il nous dit beaucoup plus de choses que cela. Beaucoup plus de choses que le simple fait que la chaleur ne puisse pas passer d'un corps froid à un corps chaud. Et on va le voir ici en introduisant la notion de travail. Donc cette fois-ci, nous avons toujours un système qui est compris entre deux sources de chaleur à température T1 et T2, la température T2 étant supérieure à la température T1. On suppose que ce système produit un travail tout en échangeant en permanence de la chaleur avec la source 1 et la source 2. On nous demande de faire le bilan d'énergie, on nous demande s'il est possible que Q.1 soit nul, ce qui signifierait à ce moment-là que la totalité ou l'intégralité de la chaleur Q.2 fournie au système par la source 2 soit transformée en travail. Donc le bilan d'énergie pour le système, il est à peu de choses près le même que précédemment, sauf qu'on a une énergie supplémentaire qui est le travail. L'enthalpie du système ou l'énergie interne du système ne variant pas, on a bien Q.1 plus Q.2 plus W point étoile qui est nul. Ici on écrit W point étoile parce qu'on utilise la fonction d'état enthalpie, on pourrait tout à fait écrire le même bilan d'énergie en utilisant la fonction d'état énergie interne. On peut également écrire le bilan d'entropie pour le système qui, cette fois-ci, est strictement le même que dans le cas de la diapositive précédente parce que nous n'avons pas d'échange d'entropie associé au travail. Donc le bilan d'entropie du système nous dit que d'une part, le système évoluant en régime permanent, donc sans changement de ses variables d'état, on a delta S qui est nul, et d'autre part, l'entropie d'échange est donnée par Q.1 sur T1 plus Q.2 sur T2. Puisque Q.2 est égal par ailleurs à moins Q.1 moins W point étoile, on pourra écrire que les termes d'échange de l'entropie sont égaux à Q.1 sur T1 plus moins Q.1 moins W étoile point sur T2 avec, on le rappelle, un travail qui est négatif car on part du principe que notre système produit du travail. Par conséquent, si Q.1 est nul, on aurait à ce moment-là une entropie d'échange qui serait donnée par moins le travail divisé par T2. Le travail étant négatif, on aurait donc une création d'entropie qui soit négative également. Or la création d'entropie doit être positive d'après le deuxième principe de la thermodynamique. Et cette conclusion-là, elle correspond à l'énoncé du second principe de la thermodynamique d'après Sadi-Carnot, qui disait que la chaleur ne pouvait pas être apportée à une température, puis convertie en travail sans autre modification dans le système ou son environnement. Donc ce que disait Sadi-Carnot, c'est qu'on ne pouvait pas avoir un système qui produise du travail en échangeant de la chaleur uniquement avec une source à haute température T2. Il faut qu'il se passe autre chose dans l'environnement du système ou entre le système et son environnement.
Et ce qui doit se passer d'autre ici, c'est que le système rejette une partie de la chaleur reçue de la part de la source à température T2 vers la source à température T1. Autrement dit, il est impossible d'après Sadi-Carnot et d'après nos conclusions que le système convertisse la totalité de la chaleur en travail. Et pour terminer sur ce point, on pourra donner l'énoncé du second principe de la thermodynamique d'après Lord Kelvin en 1834 qui disait qu'il n'existe pas de moteur fonctionnant de manière cyclique capable de produire du travail à partir d'une seule source de chaleur. C'est un énoncé qui est très proche de celui de Sadi-Carnot. Et avec ça, on a fait le tour de trois parmi les plus grands thermodynamiciens de l'époque, Rudolf Clausius qui était allemand, Sadi-Carnot qui était français et Lord Kelvin qui était britannique. Alors on peut maintenant aller un cran plus loin. Puisqu'il n'est pas possible que l'intégralité de la chaleur issue de la source 2 soit transformée en travail, à ce moment-là, il est légitime de se poser la question de savoir quel est le meilleur rendement de conversion possible. On se place toujours dans le cas où ΔS est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement dans les variables d'état du système, et on cherche les conditions dans lesquelles on aurait une création d'entropie qui soit nulle. Si les termes d'échange sont nuls, puisque pour avoir une création d'entropie nulle avec un ΔS, une variation de la fonction d'état entropie qui soit nulle, on doit nécessairement avoir les termes d'échange qui soient nuls, puisque ΔS égale SE plus sigma. Si les termes d'échange sont nuls, à ce moment-là, avec deux sources aux températures T1 et T2, cela suppose que la quantité de chaleur échangée entre le système et la source T1, Q.1, soit égale à moins Q.2 fois le rapport T1 sur T2. C'est ce que nous dit cette équation ici. SE égale Q.1 sur T1 plus Q.2 sur T2 égale 0. Et si l'on reporte cette quantité-là dans l'expression générale du rendement du système, alors je vous rappelle l'expression générale du rendement d'un système, c'est le rapport entre la quantité utile et la quantité payée. Donc la quantité utile ici, c'est le travail produit par le système. La quantité payée, on part du principe que c'est la chaleur issue de la source à haute température. Donc le rendement s'écrit comme étant égal au rapport entre moins W point étoile et Q.2, c'est-à-dire Q.1 plus Q.2 sur Q.2, puisque W étoile plus Q.1 plus Q.2 est nul. Lorsqu'on remplace Q.1 par la quantité moins Q.2 fois T1 sur T2, on obtient ceci. On peut mettre les Q.2 en facteur. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un rendement théorique qui vaut 1 moins T1 sur T2. Et ce rendement théorique, c'est bien l'expression du rendement de Carnot. Ce qu'on vient de montrer ici, c'est que ce rendement de Carnot, qu'on avait déjà vu au chapitre 2, est, dans le cas le plus général qu'il soit possible d'imaginer, le meilleur rendement de conversion thermomécanique que l'on puisse obtenir à partir de deux sources à des températures T1 et T2. Alors si vous vous souvenez de la manière dont on avait introduit le rendement de Carnot au chapitre 2, c'est une manière qui est un peu laborieuse. Il faut définir un cycle. Il fallait définir les transformations sur ce cycle qui était dans notre cas deux adiabatiques quasi-statiques et deux isothermes quasi-statiques pour un gaz parfait. Et puis on arrivait à cette expression-ci du rendement sans qu'on puisse à ce moment-là dire que ce rendement était le meilleur possible que l'on puisse obtenir à partir de deux sources à température T1 et T2. Donc ici on arrive à une conclusion qui est beaucoup plus générale. Et ce qui est très joli dans cette démonstration, à mon avis, c'est que d'une part, l'expression du rendement de Carnot a été beaucoup plus rapide à établir,
Et d'autre part, elle a été établie à partir d'hypothèses qui sont très peu nombreuses. Donc ces deux hypothèses sont le deuxième principe de la thermodynamique, à savoir que le terme source sigma ne peut être que positif ou nul, et que dans le meilleur des cas, il est nul. Et d'autre part que les échanges d'entropie sont nuls lorsque le système échange du travail avec l'extérieur, et sont donnés par Q sur T lorsque le système échange de la chaleur avec l'extérieur, où T est la température de la source avec laquelle le système échange de la chaleur. Donc en partant d'hypothèses très simples, faciles à exprimer, on arrive à retrouver de manière simple et dans un cas très général l'expression du rendement de Carnot. On va maintenant terminer cette vidéo en revenant sur ce que sont les irréversibilités et leurs conséquences, ce qui nous permettra de traiter un exemple numériquement. On rappelle qu'une transformation est dite réversible lorsqu'elle a lieu sans création d'entropie. Donc si on se réfère au deuxième principe de la thermodynamique et à l'équation ΔS égale SE plus sigma, ça signifie que le terme sigma en joule par Kelvin ou sigma point en watts par Kelvin, ce terme-là est nul. On peut donc en tirer les conséquences inverses, c'est-à-dire qu'une transformation sera d'autant plus irréversible que la création d'entropie sigma point ou sigma sera élevée. Et les conséquences vont en être les suivantes. Plus le travail à fournir, s'il y a lieu de fournir un travail pour effectuer une transformation, va être important. Sur un cycle récepteur, plus les irréversibilités seront importantes, plus le travail à fournir pour réaliser ce cycle sera important. Sur un cycle moteur, on aura évidemment la situation opposée, c'est-à-dire que plus les irréversibilités seront élevées, plus le travail récupérable sous forme utile ou pour le système sera faible. Et finalement, si ce travail est fourni à partir de chaleur, eh bien s'il y a des irréversibilités, et plus il y aura d'irréversibilité, plus la quantité de chaleur à fournir sera importante, ou bien cette chaleur devra être fournie à plus haute température. Donc typiquement, sur un cycle moteur, le rendement de Carnot nous dit que le travail utile est donné par le produit entre la chaleur et la quantité 1 moins T1 sur T2. S'il y a des irréversibilités et donc de la création d'entropie, le travail utile ou l'opposé du travail utile sera donc inférieur à Q2 multiplié par le rendement de Carnot. On a vu que pour un système fermé, les échanges d'entropie, les termes d'échange SE sont liés aux échanges de chaleur. Cela signifie en fait que les irréversibilités, c'est-à-dire la création d'entropie, sont très souvent liées à la chaleur, de plusieurs manières. La première des manières sera par exemple lorsqu'un travail sera dégradé sous forme de chaleur, et c'est ce qui se passe par exemple lorsqu'il y a des frottements. Alors pour les frottements, on peut penser au frottement d'un solide contre le sol, qui va l'empêcher d'avancer facilement ou de glisser facilement sur le sol, mais on peut penser par exemple au frottement des électrons dans une résistance électrique qui dégrade du travail électrique sous forme de chaleur. Et l'autre manière de dégrader la chaleur, c'est de transformer une chaleur haute température en chaleur basse température. Et c'est exactement ce qui se passait dans le premier exemple que nous avons vu. Je vous le remontre. Dans cet exemple qui est donc le premier que nous avons traité, où un système qu'on n'avait pas besoin de définir se trouvait entre deux sources à température T2 et T1, T2 étant supérieur à T1, on avait vu que le transfert de la chaleur de la source 2 à la source 1 se traduisait par de la création d'entropie qu'on avait écrit sous cette forme-là. La création d'entropie vaut moins Q.1 facteur de 1 sur T1 moins
1 sur T2. Et finalement ici, peu importe le système joue un rôle complètement passif dans cette situation. Et en fait, ce que l'on avait trouvé, c'est que le transfert de la chaleur entre une source à haute température et une source à basse température se traduisait par de la création d'entropie. Donc dans cette situation-là, on dégrade de la chaleur haute température qui est de la chaleur de bonne qualité en chaleur basse température qui est de la chaleur basse qualité. Alors pour vous persuader qu'une chaleur haute température est une chaleur de meilleure qualité qu'une chaleur basse température, c'est assez facile. Avec de la chaleur qu'on va produire par exemple entre 500 degrés C et 1000 degrés C, on va pouvoir sans trop de soucis entraîner un cycle moteur, tel qu'un cycle à vapeur, un cycle de Carnot, un cycle de moteur Stirling, etc. etc. Par contre, avec de la chaleur qu'on produirait par exemple à une température de l'ordre de 50 degrés C, il va être beaucoup plus difficile de produire un travail mécanique. Et d'ailleurs, le rendement de Carnot dans ce cas-là sera beaucoup plus faible qu'avec une chaleur haute température. Alors on va voir pour illustrer ceci un exemple de dégradation du travail électrique en chaleur et on va rester dans le cas du convecteur électrique, c'est-à-dire d'une résistance électrique qui est destinée en fait à produire de la chaleur. Donc ce convecteur électrique, ce radiateur électrique, on suppose qu'il est traversé par un courant de 10 ampères. La tension du secteur est évidemment de 230 volts et on l'utilise pour chauffer une pièce qui se trouve à ce moment-là à 17 degrés. Et on nous demande de déterminer la création d'entropie. On se souvient qu'avant de faire un bilan d'entropie, il faut faire un bilan d'énergie. Donc cette fois-ci, on l'exprime sous forme de bilan d'enthalpie, mais peu importe, parce que le travail ici est le même que le travail utile, puisque les forces de pression n'interviennent pas. Et ce bilan d'enthalpie nous dit que puisque le radiateur électrique ici évolue en régime permanent, c'est-à-dire que le radiateur électrique lui-même n'accumule ni ne perd de chaleur du fait d'une augmentation ou d'une baisse de sa température interne, on a opposition de signe entre la chaleur produite et l'électricité consommée. Et donc en termes de bilan thermodynamique, ça nous donne Q point plus W point égale 0, sachant que Q point sera négatif, la chaleur s'échappe du radiateur, mais le travail utile, le W point étoile, lui, est positif. Le bilan d'entropie va s'écrire de la même manière que le bilan d'énergie dans le sens où on considérera qu'il n'y a pas de variation de la fonction d'état entropie. Encore une fois, parce que la température interne du convecteur est supposée constante en régime permanent. Et donc cette variation nulle de l'entropie du système, elle est égale à la somme du terme d'échange S.E et de la création d'entropie sigma point. Le terme d'échange, on sait comment l'écrire. Dans le cas d'un échange de chaleur, il vaut Q point sur TE. Avec TE, on le rappelle, la température du milieu ou de la source avec laquelle ou avec lequel on réalise l'échange. Ici, le milieu avec lequel on réalise l'échange, c'est bien entendu la pièce. Et on nous donnait la température de la pièce qui est de 17 degrés C, soit 290 Kelvin. Il faut faire attention aux signes, donc puisque la chaleur est perdue, la quantité de chaleur perdue va valoir moins 10 ampères fois 230 volts, c'est-à-dire l'opposé de la puissance électrique reçue, qu'on divise par 290 Kelvin, et on trouve un terme d'échange qui vaut moins 7,93 joules par Kelvin et par seconde, ou bien moins 7,93 watts par Kelvin. À partir de là, il est très facile de terminer le calcul puisque sigma point est forcément égal à l'opposé du terme d'échange, donc à moins Q point sur TE, et on trouvera une création d'entropie qui vaut 7,93 joules par Kelvin et par seconde ou 7,93 watts par Kelvin. Et vous voyez que pour faire
ce calcul en régime permanent, on n'a pas eu besoin de calculer la variation d'entropie du convecteur. On a raisonné uniquement du point de vue des échanges d'énergie. Pour qu'on ait besoin de considérer la variation d'entropie du convecteur, ou du système en général, il faut qu'on ait une variation de l'état de ce système. Par exemple, une augmentation de température, une variation de pression ou des choses comme ça. Et le calcul détaillé des variations de la fonction d'état entropie en fonction des variables d'état du système, on verra ça dans la prochaine vidéo. Et pour terminer maintenant sur les irréversibilités, on peut aussi se poser la question de savoir dans quelles conditions est-ce qu'une transformation sera réversible. La meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est d'énumérer les 3 situations qui créent des irréversibilités. 3 situations qu'il est important ou utile de bien garder à l'esprit lorsqu'on traite ce genre de problème. La première, ce sera l'absence d'équilibre mécanique. Donc toutes les situations où on aura affaire à une transformation non quasi-statique. La deuxième, ce sera l'absence d'équilibre thermique. Et l'absence d'équilibre thermique, on le trouvera par exemple lorsqu'on a des échanges de chaleur entre deux systèmes ou deux milieux qui sont à des températures différentes. Et puis enfin, le troisième cas, c'est celui où on dégrade du travail en chaleur par l'intermédiaire de frottements qui peuvent être des frottements mécaniques ou électriques, comme dans le cas du convecteur électrique. Première remarque, si le système n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de définir une pression ou une température unique pour l'ensemble du système à tous les instants de la transformation. Si le système n'est pas homogène, on se trouve nécessairement dans les cas 1 ou 2. Si on n'est pas capable de définir une pression unique, ça signifie qu'on n'a pas d'équilibre mécanique. Et si on n'est pas capable de définir une température unique, ça signifie qu'on n'a pas d'équilibre thermique à l'intérieur du système. Deuxième remarque, une compression adiabatique quasi-statique, du point de vue de la thermodynamique, ne dégrade pas du travail en chaleur, même si le fluide s'échauffe pendant la compression adiabatique quasi-statique, il n'y a pas de frottement, puisque la pression extérieure est exactement compensée par la pression du système. Et on le verra dans la prochaine vidéo, une compression adiabatique quasi-statique, comme une détente adiabatique quasi-statique d'ailleurs, peuvent être considérées comme des transformations isentropiques, donc sans création d'entropie, donc sans irréversibilité. Et puis, on n'en dira pas plus parce que ça n'est pas l'objet de ce cours, mais une réaction chimique peut également avoir lieu de manière réversible. C'est-à-dire que il y aura autant d'entropie dans les produits de la réaction, y compris la chaleur, que dans les réactifs. Une réaction chimique réversible, c'est possible, au moins en théorie. En pratique, ça reste une autre affaire. Et pour terminer sur ce point-là, les transformations réversibles sont donc des transformations théoriques, la plupart du temps infiniment lentes, ou alors des transformations qui correspondent en fait à des équilibres, dans le cas des équilibres thermiques ou des équilibres chimiques, et lorsqu'il y a équilibre, il ne se passe en pratique rien. Donc les transformations réversibles sont des transformations théoriques que dans la réalité, on ne pourra jamais réaliser. Et l'objectif, ça peut être de s'en approcher le plus possible. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo qui nous a permis de présenter ce qu'était l'entropie ainsi que le second principe de la thermodynamique et ce qu'on appelle les irréversibilités qui peuvent survenir lors des transformations thermodynamiques. Cette vidéo constitue donc une introduction à l'entropie et au second principe. Il nous restera à voir dans les prochaines vidéos comment calculer les variations de la fonction d'état entropie et puis comment on peut utiliser l'entropie comme une variable d'état
pour représenter l'évolution d'autres fonctions thermodynamiques telles que l'énergie interne, l'enthalpie ou ce qu'on appellera les fonctions potentielles. Mais ces points-là seront l'objet des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos du chapitre 4. À bientôt!